Je suis assise dans la pénombre de ma boutique. Le téléphone froid contre ma joue. Dehors. Les derniers touristes quittent les rues pavées du Vieux-Lyon. Leur rire et leur pas s'estompant dans le soir naissant. Je n'entends que le battement sourd de mon propre cœur. À l'autre bout du fil. Un silence. Lourd. Arrogant. Tu penses que ton argent peut tout acheter? Même le silence? Je murmure. Ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Mais tu as oublié une chose. Vincent. L'amour d'une mère? Ça n'a pas de prix. Je raccroche sans attendre de réponse. Je n'ai pas besoin d'en entendre une. Ce soir-là, une guerre silencieuse a été déclarée. Une guerre que je n'ai jamais voulu mener, mais que je ne perdrai pas. Quelques semaines plus tôt, le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers la vieille vitrine en bois de ma mercerie, illuminant les écheveaux de laine rouge, jaune et bleu vif que j'avais passé la matinée à ranger méticuleusement. À 65 ans. J'étais habituée à cette lumière, à l'odeur de cire d'abeille et de savon de Marseille qui imprégnait les tissus, au son lointain des cloches de la cathédrale Saint-Jean. Ma vie était tissée de ces petits riens. Une routine paisible depuis que mon mari, Jean, était parti. Je pliais avec soin un torchon brodé lorsque la silhouette de Chloé, ma fille, s'est dessinée dans l'embrasure de la porte. Elle est entrée, les épaules un peu voûtées, en forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle portait un chemisier blanc à manches longues, le genre de vêtements qu'elle ne mettait jamais, se plaignant toujours d'avoir trop chaud. J'ai levé les yeux, prête à lui demander pourquoi elle arrivait si tôt. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Quand Chloé a posé son sac en toile sur le comptoir, sa manche a glissé. Juste un instant, révélant une échymose sombre, violacée, comme de l'encre renversée sur la peau pâle de son poignet. Mon cœur s'est serré. Une douleur physique. Comme si quelqu'un le comprimait dans sa main. Ce bleu n'était pas celui d'une chute. Pas celui d'un accident. Il était net. Cruel. Comme l'empreinte d'une main sur la chair de mon enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma chérie? Ai-je demandé? Ma voix tremblant à peine malgré mes efforts pour rester calme. Chloé a vite rabaissé sa manche, cachant la marque. Son sourire est devenu plus crispé. Ce sourire que je connaissais trop bien. Celui qui signifiait qu'elle me cachait quelque chose. Oh! Ce n'est rien. Maman. J'ai juste trébuché sur le trottoir en sortant de la voiture. Tu sais comment je suis maladroite. Sa voix était douce. Mais son regard fuyait le mien. J'ai voulu insister. J'ai voulu prendre sa main. Remonter cette manche pour voir s'il y avait d'autres marques. Mais je suis restée immobile. Quelque chose en moi m'a retenue. Comme la peur que si je posais une question de plus, la vérité éclaterait et je n'étais pas prête à l'affronter. Pas encore. En silence. Je lui ai avancé une chaise. Assieds-toi. Je te sers un citron pressé? Je suis allée dans la petite arrière-boutique qui me servait de cuisine. Le cœur lourd. Elle avait été ma plus grande joie. Cet enfant au sourire aussi éclatant que le soleil du matin, qui me racontait ses rêves de fonder une famille heureuse. Et maintenant? Elle était là. Assise. Mince. Silencieuse. Une ombre d'elle-même. J'ai posé le verre devant elle, essayant d'esquisser un sourire. Mais mes yeux ne quittaient pas son bras, même s'il était à nouveau couvert. C'est à ce moment-là que Léo, mon petit-fils de 8 ans, a déboulé dans la boutique en courant et s'est jeté contre mes jambes. Mamie. Aujourd'hui, la maîtresse a dit que mon dessin était le plus beau de la classe. Le petit garçon bavardait,
ses yeux clairs pétillants de fierté. Je me suis baissée pour caresser ses cheveux blonds, sentant mon cœur se réchauffer un peu devant ce sourire innocent. Léo était tout mon monde. La raison pour laquelle je me levais encore chaque matin. Pour laquelle je continuais à tisser. À vivre. Depuis que j'en étais plus là. Mais même le sourire de Léo ne pouvait pas dissiper le malaise qui pesait sur ma poitrine. J'ai jeté un regard à Chloé et je l'ai vue. La tête baissée. Jouant avec le bord de son verre. Comme si elle essayait de cacher un secret trop lourd pour elle. Alors que Chloé s'élevait pour aller chercher des biscuits dans l'arrière-boutique. J'ai attiré Léo près de moi. J'ai baissé la voix. Un murmure à peine audible. Papa a été fâché. Ces derniers temps. Mon trésor ? À peine avais-je posé la question que je l'ai regretté. Les yeux clairs de Léo se sont fixés sur moi un instant. Puis son regard a glissé vers le sol. Il a baissé la tête, observant ses petites chaussures usées, et n'a rien dit. Il s'est simplement dégagé doucement de mon étreinte et a couru en silence vers un coin de la boutique où il gardait quelques vieux jouets. Mon cœur s'est à nouveau contracté. Un enfant de 8 ans ne sait pas mentir. Et son silence était plus assourdissant que n'importe quel mot. Je suis restée là. Les mains agrippées au bord du comptoir, essayant de ne pas trembler. Chloé est revenue. Un paquet de sablés à la main. Ignorant tout de l'échange qui venait d'avoir lieu. Elle a souri à Léo. Un sourire fatigué. Et a annoncé qu'il était temps de rentrer. Je les ai accompagnés jusqu'au coin de la rue. Regardant Léo prendre la main de sa mère en sautillant sur les pavés inégaux. Chloé s'est retournée pour m'embrasser. Mais c'était une étreinte froide. Distante. Comme si elle essayait de garder une barrière entre nous. Quand leurs silhouettes ont disparu au tournant de la Traboule. Je suis revenue dans ma boutique. J'ai fermé la porte et je me suis assise seule dans l'obscurité qui commençait à tomber. Les écheveaux de laine colorée semblaient maintenant flous. Indistincts. Tout comme mes pensées. Je ne voulais pas y croire. Mais je savais. Le bleu sur le bras de Chloé n'était pas dû à une chute. Et le silence de Léo était la confirmation que je redoutais. Ce soir-là, je me suis assise à la petite table de ma cuisine. La lumière jaunâtre de l'ampoule éclairait le mur dont la peinture s'écaillait. J'ai pris mon téléphone. Mon doigt hésitant au-dessus de l'écran. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé le numéro de mon gendre. Vincent. L'homme à qui j'avais fait confiance pour rendre ma fille heureuse. Le téléphone a sonné 3 fois. Puis sa voix a retenti. Polie mais arrogante. Élise ? Que se passe-t-il ? Je ne suis pas passée par 4 chemins. Qu'est-ce que tu as fait à Chloé ? Ma voix était plus ferme que je ne l'espérais. Mais à l'intérieur, mon cœur battait à tout rompre. Il y a eu une seconde de silence à l'autre bout de la ligne. Puis un rire moqueur. Aussi froid qu'une lame de couteau. Et alors ? Si je l'ai frappé. Et alors ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Chaque mot était une gifle. J'aurais voulu lui hurler dessus. L'insulter. Mais j'ai simplement raccroché. La main tremblante de rage. Je ne voulais pas qu'il entende ma voix se briser. Je ne voulais pas qu'il sache à quel point je me sentais anéantie. Je me suis levée. Je suis sortie de mon petit appartement au-dessus de la boutique. L'air frais de la nuit lyonnaise me brûlait les poumons. Mais ne calmait pas le feu qui faisait rage en moi. J'ai marché sans but dans les ruelles désertes. Les pavés glissant sous mes pieds. La ville que j'aimais tant. Avec ses façades ocre et ses cours intérieures secrètes, me semblait soudain étrangère, hostile. Comment en étions-nous arrivés là ? Je me souvenais du jour de leur mariage. Vincent, si charmant dans son costume, promettant de prendre soin de ma fille pour le restant de ses jours.
Chloé. Rayonnante dans sa robe blanche. Les yeux pleins d'amour et d'espoir. J'avais cru à ce conte de fées. J'avais cru que le bonheur de ma fille était assuré. Quelle idiote j'avais été. Je suis rentrée. Le cœur lourd comme une pierre. Dans ma petite chambre. J'ai allumé une bougie devant le portrait de Jean. Mon mari. Qui m'avait quitté il y a 10 ans. Sa photo en noir et blanc était toujours là. Sur la commode. Ses yeux doux semblaient me regarder. Jean. Si tu étais là. Qu'est-ce que tu ferais? Ai-je murmuré. Tandis que des larmes silencieuses coulaient sur mes joues. J'ai prié. Pas pour moi. Pour Chloé. Pour Léo. Et pour moi-même. Pour avoir la force d'affronter ce qui allait arriver. La flamme de la bougie vacillait. Sa faible lueur éclairant son visage. Comme s'il me répondait par son silence. Mais ce n'était pas un silence vide. C'était le silence de la force. De la droiture. J'en aurais jamais laissé une telle chose se produire. Il aurait agi. Et moi aussi. Le lendemain matin. Je me suis levée plus tôt que d'habitude. Le soleil n'avait pas encore baigné les rues de Lyon. Mais j'étais déjà devant le miroir. Lissant mes cheveux grisonnants. Nouant fermement mon châle autour de mes épaules. Je voulais paraître forte. Pas pour moi. Mais pour elle. Chloé était dans un coin de la pièce. Portant à nouveau ce chemisier à manches longues. Les yeux rougis mais essayant de sourire. Maman. Tu n'as pas besoin de faire un scandale pour ça. A-t-elle dit. D'une petite voix qui me suppliait d'arrêter. Mais j'ai simplement secoué la tête et j'ai pris sa main. Viens avec moi. Chloé. On ne peut pas laisser ça continuer. À l'intérieur de moi. Un feu brûlait. Pas un feu de colère. Mais un feu d'amour pour ma fille. Un amour que rien ne pourrait éteindre. Nous sommes entrés dans le commissariat du quartier. Où une odeur de café brûlé se mêlait au grincement d'un ventilateur de plafond. Chloé marchait derrière moi. La tête basse. Les yeux fixés sur le vieux carrelage. Comme si elle voulait devenir invisible. Je l'ai emmenée directement au bureau du commissaire Bernard. Un homme que je connaissais depuis l'époque où j'en vivais encore. Il était venu dîner à la maison. Riant. Bavardant. Complimentant ma tarte aux pralines. Mais aujourd'hui. En le voyant assis. Un pied sur son bureau. Nous regardant comme si nous étions deux étrangères. J'ai su que les choses ne seraient pas faciles. Commissaire Bernard. Ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. Je viens pour ma fille. Son mari la frappe. Je veux déposer une plainte. Je lui ai tout raconté. L'ecchymose. L'appel de la veille où Vincent avait tout avoué avec un tel mépris. J'ai regardé Bernard droit dans les yeux. Espérant voir une étincelle de justice. Un peu de l'empathie de l'homme qui avait partagé notre table. Mais il a simplement jeté un coup d'œil à Chloé. Puis s'est penché en avant pour griffonner quelque chose sur un bout de papier. Elle a dû tomber dans les escaliers. Un accident domestique? Vous savez ce que c'est? A-t-il lâché? D'une voix aussi froide que s'il parlait de la météo. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai frappé son bureau du plat de la main. Le bruit sec a fait taire toute la pièce. Non. Son mari la frappe. Vous m'entendez? Ce n'est pas un accident. Ma voix tremblait. Non de peur. Mais d'une rage qui explosait dans ma poitrine. Bernard a levé la tête et a souri avec dédain. Un sourire que j'ai eu envie d'effacer d'une gifle. Écoutez. Élise. Je vous conseille de rentrer chez vous. Et de dire à votre fille de préserver la paix dans son ménage. Entre mari et femme. On ne met pas le doigt.
Ces mots étaient un coup de poignard. J'aurais voulu crier. Lui demander où était passée sa conscience. Mais Chloé m'a tiré par le bras. Maman. On s'en va. S'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Ses yeux étaient remplis de larmes. Comme si elle avait peur que mon esclandre n'aggrave les choses. J'ai serré sa main. Le cœur aussi lourd qu'une enclume. Et je l'ai fait sortir du commissariat en silence. Chaque pas semblait m'enfoncer un peu plus dans l'impuissance. Sur le chemin du retour, je ne supportais pas ce sentiment d'échec qui m'étouffait. Chloé marchait à côté de moi. Le silence entre nous plus lourd que les pierres des murs de Lyon. Je sentais son désespoir, sa résignation. Mais moi, je ne pouvais pas l'abandonner. Pas encore. J'ai décidé de passer par le cabinet de Maître Lefebvre, un avocat dont la réputation n'était plus à faire à Lyon. On disait de lui qu'il était brillant, qu'il avait aidé de nombreuses personnes à gagner des causes importantes. Si la police ne pouvait rien faire, j'espérais que la loi, elle, serait du côté de ma fille. Le cabinet de Lefebvre se trouvait dans un immeuble neuf du quartier de la Pardieu, avec des murs d'un blanc immaculé et des portes en verre étincelantes. En entrant, l'odeur de parfum cher et le bourdonnement de la climatisation m'ont fait me sentir déplacée. Moi, la vieille femme qui vendait du fil et des boutons, debout au milieu d'un lieu où régnait l'argent et le pouvoir. Maître Lefebvre nous a reçus dans son bureau spacieux, avec une vue panoramique sur la ville. Il était élégant, le cheveu parfaitement coiffé, un sourire professionnel figé sur les lèvres. Je lui ai raconté toute l'histoire, de l'ecchymose sur le bras de Chloé à l'attitude méprisante de Vincent et l'indifférence du commissaire Bernard. Chloé, assise à côté de moi, n'osait pas lever la tête, ses mains jointes si fort que ses doigts en étaient blancs. Lefebvre m'a écouté en silence, adossé à son fauteuil en cuir, faisant lentement tourner une bague en or à son doigt. Comme si mon histoire n'était qu'un vulgaire fait divers. Quand j'ai eu fini, il m'a regardé, puis a posé sur Chloé un regard froid, calculateur, comme s'il pesait le pour et le contre. Madame Moreau, a-t-il dit lentement. Sa voix posée et sans émotion. Vous devez comprendre que Vincent Dubois a des relations avec lesquelles il ne vaut mieux pas se frotter. Si cette affaire éclate, les plus grands perdants seront Chloé et le petit Léo. Ces mots étaient une autre gifle. Mais cette fois-ci, elle ne faisait pas seulement mal. Elle me faisait me sentir petite, impuissante face au mur de pouvoir que Vincent avait bâti autour de lui. Il a poursuivi, son ton se faisant presque paternel, ce qui le rendait encore plus insupportable. Pour lancer une procédure, il nous faudrait des preuves solides. Un certificat médical, des témoignages. Votre fille est-elle prête à aller jusqu'au bout? Est-elle prête à voir son mari utiliser toutes ses ressources pour la dépeindre comme une mauvaise mère? Une femme instable? Croyez-moi, c'est ce qui arrivera. Pour le bien de votre petit-fils, la meilleure solution est parfois de trouver un arrangement. Un arrangement. Ce mot résonnait dans ma tête comme une insulte. Il voulait dire, supporte les coups et tais-toi. J'ai vu les épaules de Chloé trembler, comme si elle retenait un sanglot. J'ai voulu l'embrasser, lui dire que je ne me rendrais pas. Mais un nœud s'était formé dans ma gorge. Je me suis levée. J'ai pris Chloé par la main et, sans un mot de plus, nous avons quitté ce bureau glacial. Dehors, le soleil de midi tapait fort, mais ce n'était rien comparé au feu de la déception qui brûlait en moi. Les deux portes de la justice, la police et la loi, venaient de se refermer brutalement devant moi. Cet après-midi-là, j'ai décidé d'accompagner Chloé chez elle.
Je voulais voir de mes propres yeux où vivait ma fille. Comprendre pourquoi elle s'obstinait à me cacher la vérité. Sa maison se trouvait dans une résidence privée sur les hauteurs de Lyon. Une grande villa moderne que Vincent avait construite avec l'argent de son entreprise. Bâtiment du bois. Mais en entrant dans le jardin parfaitement entretenu, j'ai senti un air si lourd que j'ai eu du mal à respirer. Madame Dubois, la mère de Vincent, était assise sur une chaise en rotin à l'ombre d'un olivier, un verre de jus à la main, avec l'expression d'une reine arrogante. À peine nous a-t-elle vu qu'elle nous a fusillés du regard. Votre fille ne sert à rien, à part vivre au crochet de ma famille. Elle n'est même pas capable de s'occuper correctement du dîner de son mari et de son fils. Sa voix était aussi tranchante qu'un éclat de verre. Ses paroles étaient un couteau dans mon cœur. J'ai voulu lui répondre. Lui dire que c'était son fils qui détruisait cette famille. Mais Chloé a serré mon bras avec force. Les yeux pleins de larmes. Suppliant. Maman. S'il te plaît. Non. Elle a serré fort Léo contre elle. Qui s'était caché derrière ses jambes. Regardant sa grand-mère avec des yeux confus. J'ai vu la peur dans ce regard d'enfant. Et cela m'a fait mal à l'âme. À ce moment précis, Vincent est sorti de la maison, ajustant sa cravate avec indifférence. Comme si tout était normal. Il m'a regardé avec des yeux froids et provocateurs. Puis il s'est tourné vers Chloé et lui a ordonné, rentre à l'intérieur. Ne laisse pas ta mère faire un scandale. J'ai voulu lui crier au visage. Lui demander pourquoi il traitait ma fille de cette façon. Mais le regard suppliant de Chloé m'en a empêché. J'ai fait demi-tour. Mes pas lourds sur les graviers blancs de l'allée. Derrière moi. La voix de Madame Dubois résonnait encore. Pleine de mépris. Une vieille qui vend des torchons ne va pas venir donner des leçons à la famille Dubois. Ces mots ont été la dernière estocade. Coupant profondément dans ma fierté. J'ai quitté cet endroit. Cette prison dorée. Avec la certitude écrasante que Chloé était seule. Piégée dans une toile tissée par son mari et sa belle famille. Ce soir-là. Je suis retournée dans ma petite chambre. Je me suis assise devant le portrait de mon mari. La flamme de la bougie vacillant sur son visage. Jean. Tu disais toujours que la justice finit toujours par trouver son chemin. Ai-je murmuré. Tandis que les larmes coulaient sur mes joues. Mais où est-elle? Cette justice? La police ne nous aide pas. Les avocats nous tournent le dos. Notre fille souffre et je ne peux rien faire. J'ai serré les poings. Mes ongles s'enfonçant dans ma paume. Je savais une chose avec certitude. La justice dont Chloé avait besoin ne se trouverait jamais dans ce système corrompu. Où l'argent et le pouvoir de Vincent éclipsaient tout. Je me sentais au bord d'un gouffre. Sans aucune issue. Alors que je rangeais de vieux papiers dans le tiroir de la commode. Cherchant je ne sais quoi pour occuper mes mains et mon esprit. Mon doigt a heurté une vieille boîte en métal. C'était la boîte de Jean. Celle où il gardait ses souvenirs importants. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, entre de vieilles photos et des lettres, il y avait un carnet d'adresses usé. Je l'ai feuilleté sans conviction. Les noms de vieux amis et de parents éloignés défilant sous mes yeux. Et puis, je me suis arrêtée sur un nom. Marc Vasseur. Mon cœur a raté un battement. Marc était un ancien ami de Jean. Un ancien gendarme qui avait pris sa retraite il y a des années. Un homme droit. Un peu bourru. Mais avec un sens de l'honneur inébranlable. J'en disais toujours de lui, Marc. Il ne suit pas toujours le règlement à la lettre. Mais il suit toujours la justice. Je me suis souvenu d'une histoire que Jean m'avait racontée. Marc avait aidé un jeune homme accusé à tort, alors que toutes les preuves officielles étaient contre lui. Il avait mené sa propre enquête. En secret.
Et avait trouvé le vrai coupable. Il n'avait pas peur de se salir les mains pour que la vérité éclate. Une lueur d'espoir, faible mais tenace, a commencé à naître en moi. Les portes de la justice officielle étaient fermées. C'est vrai. Mais peut-être. Peut-être qu'il y avait une autre porte. Une porte dérobée. J'ai regardé à nouveau le portrait de Jean. Ses yeux semblaient m'encourager. Pour la première fois depuis des jours, je ne me sentais plus complètement seule. La rage et l'impuissance qui m'avaient paralysée commençaient à se transformer en une nouvelle détermination. Froide et tranchante comme l'acier. Si le système ne voulait pas protéger ma fille, alors je trouverais un autre moyen. Par moi-même. J'ai cherché son numéro. Mes doigts tremblaient légèrement en composant les chiffres sur mon vieux téléphone. Une sonnerie. 2 sonneries. Je retenais mon souffle. Une voix grave et rocailleuse a enfin répondu. Vasseur. J'ai pris une inspiration. Marc? C'est Élise. La femme de Jean Moreau. Un silence s'est installé à l'autre bout de la ligne. Un silence différent de celui de Vincent. Ce n'était pas un silence de mépris, mais un silence chargé de souvenirs. Je pouvais presque l'imaginer. De l'autre côté, fronçant les sourcils, essayant de replacer ma voix dans le passé. Élise, a-t-il finalement dit. Sa voix s'adoucissant légèrement. Bien sûr. Ça fait une éternité. J'espère que tu vas bien? Non. Marc. Je ne vais pas bien. C'est pour ça que je t'appelle. J'ai besoin de ton aide. Il y a eu une autre pause. De quel genre d'aide parles-tu? J'ai hésité une fraction de seconde. Puis j'ai tout laissé sortir. Le flot de mots que j'avais retenu pendant des jours s'est déversé. Sans ordre. Mêlant la colère, la peur et le désespoir. Je lui ai parlé du bleu sur le poignet de Chloé. Du silence de Léo. De la conversation téléphonique avec Vincent. Je lui ai décrit ma visite au commissariat. Le sourire narquois de Bernard. Puis le bureau luxueux de l'avocat et ses conseils pleins de lâcheté. J'ai terminé par la visite dans la villa de Vincent. Les paroles cruelles de sa mère. Et mon sentiment d'être face à une forteresse imprenable. Pendant tout mon récit, il n'a pas dit un mot. Il m'a laissé parler. Vider mon cœur. Quand j'ai enfin terminé, à bout de souffle, la gorge sèche, il a soupiré. Un long soupir grave. Ce Vincent Dubois. Le patron de bâtiment Dubois? A-t-il demandé. Oui. C'est lui. Je vois. J'en me dois une fière chandelle. Il m'a sorti d'un mauvais pas il y a 20 ans. Je ne l'ai jamais oublié. Il a fait une pause. Et quand il a repris la parole, son ton avait changé. Il n'était plus seulement celui d'un vieil ami. C'était la voix du gendarme, de l'enquêteur. Si les portes de la justice se ferment, Élise, parfois il faut forcer une fenêtre. On se retrouve demain matin, 8 heures, au petit café près du marché Saint-Antoine. Ne dis rien à personne. Surtout pas à Chloé. J'ai raccroché. La main encore tremblante. Mais un poids immense avait été retiré de mes épaules. Pour la première fois depuis des jours, je sentais un rayon d'espoir. Ce n'était pas la lumière vive et officielle de la loi, mais une lueur vacillante dans l'obscurité. Et pour l'instant, c'était tout ce dont j'avais besoin. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Le moindre bruit dans la rue me faisait sursauter. Je me suis assise à ma table de couture, essayant de terminer une broderie. Mais mes mains n'étaient pas sûres. Chaque point était un souvenir de Chloé. De l'échymose sombre sur son bras.
Je pensais à Vincent, à son rire moqueur me traitant de « vieille qui vend des torchons ». Il pensait que j'étais faible, impuissante. Mais il ne savait pas à quel point une mère peut être forte quand on la pousse à bout. Le lendemain matin, je me suis levée avant l'aube. J'ai dit à Chloé, qui était venue passer la nuit avec Léo chez moi, que j'allais acheter du tissu neuf pour la boutique. Je ne voulais pas qu'elle sache ce que j'allais faire. Elle a hoché la tête, mais son regard était plein d'inquiétude, comme si elle sentait que quelque chose avait changé. J'ai enfilé mon châle bleu marine, pris mon sac en toile, et j'ai marché jusqu'au petit café. L'odeur de café torréfié et de croissants chauds flottait dans l'air, mais je n'avais pas faim. Mon estomac était noué par l'appréhension. Marc était déjà là. Dans un coin, devant une tasse de café fumant. Il avait vieilli. Ses cheveux étaient presque entièrement blancs, mais son regard était toujours aussi perçant, comme si rien ne pouvait lui échapper. En me voyant, il m'a fait un signe de tête et m'a indiqué de m'asseoir. Raconte-moi tout à nouveau, Élise, a-t-il dit de sa voix grave. Sans rien omettre. Chaque détail compte. Alors j'ai tout recommencé. Mais cette fois, mon récit était plus calme, plus précis. Je lui ai parlé des manches longues que portait Chloé même quand il faisait chaud. Du silence de Léo quand on lui parlait de son père. De la façon dont le regard de ma fille fuyait le mien. Je lui ai répété mot pour mot les paroles de Vincent, du commissaire Bernard, de l'avocat Lefebvre. Je lui ai même décrit l'arrogance de Madame Dubois. Marc a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps, faisant tourner sa tasse de café sur la table. Il ne m'a pas interrompu, absorbant chaque détail avec une concentration intense. Quand j'ai eu terminé, il m'a regardé longuement. Je dois une faveur à Jean, a-t-il répété. Il est temps de payer ma dette. Il a fait une pause. Son regard s'est durci. Mais ce chemin ne sera pas facile. Élise. Vincent Dubois n'est pas qu'un simple mari violent. Il a de l'argent, du pouvoir, et tout un réseau qui le protège. Pour le faire tomber, il ne suffira pas de prouver qu'il bat sa femme. Ça, le système sait très bien comment l'étouffer. Pour le détruire, il faut viser plus haut. Il faut viser là où ça fait vraiment mal, son argent et sa réputation. Je ne savais pas quoi répondre. Je serrais ma tasse de café chaud entre mes mains, sentant la chaleur se propager dans mes doigts froids. Tu es prête à aller jusqu'au bout? M'a-t-il demandé. Son regard d'acier planté dans le mien. J'ai pensé à Chloé. À Léo. À l'avenir qu'on leur volait. J'ai hoché la tête. Je suis prête. Bien. Il a sorti un petit carnet de sa poche. Alors le travail commence maintenant. J'ai besoin de tout ce que tu sais sur lui. Ses habitudes. Ses amis. Les gens avec qui il travaille. Le nom de sa comptable. De sa secrétaire. Tout ce qui pourrait sembler insignifiant. Parfois. Le plus petit fil est celui qui permet de défaire toute la pelote. Pendant 1 heure, dans ce petit café enfumé, je suis devenue une source d'information. Je lui ai parlé de Carmen, la meilleure amie de Chloé, qui travaillait comme comptable pour Bâtiment Dubois depuis le début. Je lui ai parlé des dîners d'affaires fréquents de Vincent avec des élus locaux. Je lui ai parlé de la fondation caritative que sa mère dirigeait. Une façade respectable qui m'avait toujours semblé suspecte. Marc notait tout, sans poser de questions, son stylo grattant sur le papier. Quand je n'ai plus eu rien à dire, il a refermé son carnet. Parfait. Carmen, la comptable.
C'est un bon point de départ? A-t-il dit d'un ton décidé. Mais tu dois la convaincre? Élise. Ce ne sera pas facile. Elle aura peur. Elle refusera peut-être. Je savais qu'il avait raison. Mais je n'avais pas d'autre choix. Je lui parlerai. Il s'est levé. A posé quelques pièces sur la table pour payer les cafés. Je vais commencer à fouiller de mon côté. Je te contacterai quand j'aurai quelque chose. D'ici là, sois prudente. Ne change rien à tes habitudes. Fais comme si de rien n'était. Et surtout, ne laisse rien paraître devant Vincent. Il est comme un animal blessé. S'il se sent menacé, il peut devenir encore plus dangereux. Il est parti, me laissant seul avec mes pensées. Je suis rentrée à la boutique, le cœur battant d'un mélange de peur et d'une étrange excitation. Une guerre souterraine avait commencé. Une guerre dont Chloé et Vincent ignoraient tout. Et j'en étais le soldat silencieux. L'après-midi. J'ai vu Carmen passer devant la boutique. Je suis sortie et l'ai appelée. Carmen? Ma chérie. Tu as une minute? Elle s'est retournée. Surprise. Un sourire chaleureux sur le visage. Madame Moreau. Bien sûr. Comment allez-vous? Je l'ai fait entrer dans l'arrière-boutique. Lui ai servi un thé. J'ai tourné autour du pot. Lui parlant de Chloé. De mes inquiétudes. Je voyais bien dans son regard qu'elle savait de quoi je parlais. Elle aussi avait dû voir les signes. Les changements chez son ami. Finalement. J'ai pris mon courage à deux mains. Carmen. Je sais que c'est beaucoup te demander. Mais tu es la seule à pouvoir nous aider. Je sais que Vincent fait des choses pas très honnêtes dans son entreprise. Le sourire de Carmen a disparu. Elle a posé sa tasse. Ses mains tremblaient légèrement. Madame Moreau. Je ne peux pas. Si je parle, je perds mon travail. Pire encore, il pourrait me le faire payer. Vous ne savez pas de quoi il est capable. La peur dans sa voix était palpable. Mais je ne pouvais pas la laisser partir comme ça. J'ai posé ma main sur la sienne. Je ne te demande pas de parler publiquement. Juste de me donner des informations. Anonymement. Pour Chloé. Pour ton amie. Elle est en danger? Carmen. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Elle a secoué la tête. Tiraillée entre la loyauté envers son ami et la peur de Vincent. Laisse-moi réfléchir. A-t-elle finalement murmuré. S'il vous plaît. Laissez-moi juste un peu de temps. Elle est partie. Me laissant avec une lueur d'espoir fragile. Le premier fil était tiré. Maintenant, il fallait attendre et prier pour que la pelote commence à se défaire. Les jours qui suivirent notre rencontre avec Marc furent une longue et silencieuse attente. Chaque matin, j'ouvrais la boutique. Je rangeais les écheveaux de laine. Je souriais aux clients. Mais mon esprit était ailleurs. Je vivais une double vie. D'un côté, il y avait Élise Moreau, la paisible mercière du Vieux Lyon. De l'autre, il y avait juste Élise, une mère qui attendait dans l'ombre, le cœur serré par l'angoisse. Chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur sursautait, pensant que c'était Marc. Chaque fois que je voyais une silhouette s'approcher de la boutique, j'espérais que ce soit Carmen. Mais les jours passaient, lents et immuables, et le silence commençait à peser lourdement. Avais-je mis mes espoirs dans quelque chose d'impossible? Carmen avait-elle eu trop peur? Marc avait-il découvert que le pouvoir de Vincent était trop grand? Même pour lui. Le soir, je m'asseyais devant le portrait de Jean.
allumant une bougie et lui murmurant mes doutes. Est-ce que je fais ce qu'il faut? Jean. Lui demandai-je. Mais seule la flamme vacillante me répondait. Chloé et Léo venaient me voir presque tous les jours. Chloé essayait de paraître normale. Mais je voyais bien la fatigue dans ses yeux. La tension dans son sourire forcé. Elle ne parlait jamais de Vincent. Et je ne posais pas de questions. Nous étions prises dans un silence complice et douloureux. Léo, lui, était devenu mon ombre. Il passait des heures dans la boutique, dessinant en silence dans un coin, ses petits crayons de couleur glissant sur le papier. Un après-midi, alors que Chloé était partie faire une course, Léo est venu vers moi, me tirant par la manche. Mamie, regarde ce que j'ai dessiné. Il me tendait une feuille de papier. C'était une maison, un grand soleil, et deux personnages se tenant la main, une femme et un petit garçon. C'est maman et moi, a-t-il dit fièrement. J'ai souri, le cœur serré. C'est très joli. Mon trésor. Mais, où est papa? Léo a haussé les épaules avec l'innocence d'un enfant. Il n'est pas là. Il crie toujours. Alors je ne le dessine pas. Ces mots, si simples, si directs, ont été comme un coup de poignard. J'ai serré le dessin contre moi, retenant mes larmes. C'était pour lui. C'était pour cet enfant qui ne dessinait plus son père que je devais continuer à me battre. Puis, une semaine après mon appel à Marc, alors que je commençais à perdre espoir, tout a changé. C'était un soir. Tard. J'avais déjà fermé la boutique et j'étais dans l'arrière-salle, en train de compter la caisse. J'ai entendu frapper doucement à la porte. Pas les coups forts d'un client pressé, mais des coups hésitants, presque secrets. Le cœur battant, j'ai entrouvert la porte. C'était Carmen. Elle se tenait là, dans la ruelle sombre, le visage pâle, emmitouflé dans un grand foulard comme pour se cacher. « Je peux entrer ?» a-t-elle murmuré. Je l'ai fait entrer rapidement et j'ai refermé la porte à clé. Elle tremblait de tout son corps. « Je n'ai pas beaucoup de temps ?» a-t-elle dit. Sa voix à peine un souffle. « Chloé m'a dit qu'elle passait la soirée avec vous. » Alors je savais que Vincent ne serait pas là. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une petite clé USB qu'elle a pressée dans ma main. Ses doigts étaient glacés. « Tout est là-dedans ?» a-t-elle chuchoté. Les contrats. Les bilans falsifiés. Les virements vers la fondation de sa mère. Tout ce que j'ai pu copier sans me faire prendre. C'est tout ce que je peux faire. Maintenant, je dois partir. S'il apprend que je suis venue. Elle n'a pas terminé sa phrase. La peur dans ses yeux disait tout. Merci. Carmen. Ai-je dit. Serrant la petite clé dans ma paume comme si c'était un trésor. Tu ne sais pas ce que ça représente. Faites attention. Madame Moreau. Il est dangereux. Elle est partie aussi vite qu'elle était arrivée, disparaissant dans la nuit comme une ombre. Je suis restée là, au milieu de ma boutique silencieuse, la petite clé USB froide dans ma main. C'était si petit, si insignifiant en apparence. Et pourtant, je sentais que je tenais une arme. L'arme qui pouvait libérer ma fille. Le lendemain, j'ai appelé Marc d'une cabine téléphonique, comme il me l'avait demandé. Je lui ai simplement dit, je l'ai. Sa voix était calme. Retrouve-moi dans 1 heure. Sur les quais de Saône, près de la passerelle du palais de justice. Porte un chapeau. 1 heure plus tard, j'étais assise sur un banc face à la rivière.
Le soleil d'automne était doux. Les péniches glissaient lentement sur l'eau. Tout semblait paisible. En contraste total avec la tempête qui agitait mon cœur. Marc est arrivé. S'est assis à côté de moi sans un mot. Il a sorti un ordinateur portable de sa sacoche. Je lui ai donné la clé USB. Il l'a insérée dans l'ordinateur. Pendant de longues minutes, il a fait défiler des pages de chiffres, de tableaux, de documents scannés. Son visage était impassible. Concentré. Je n'y comprenais rien. Mais je voyais à la lueur dans ses yeux qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Finalement, il a refermé l'ordinateur. « Ta petite comptable est une perle ?» a-t-il dit avec un sourire en coin. « Elle a fait du bon travail. C'est encore plus gros que ce que je pensais. » Il a pointé l'écran du doigt. Même si l'ordinateur était éteint. Il y a des copies des contrats de construction de l'entreprise. Les chiffres sont grossièrement falsifiés. Le prix des matériaux est gonflé. Parfois du double. Parfois du triple. C'est comme ça qu'ils volent de l'argent sur chaque chantier. Il a continué. Sa voix basse et précise. Et ça, c'est la preuve qu'il blanchit cet argent. Il le fait passer par la fondation caritative de sa mère. L'argent sale entre d'un côté et ressort de l'autre. Propre comme un sou neuf. Directement dans sa poche. Enfin. Il a soupiré. Et le pire, ce sont ses notes. Des versements réguliers à des noms que je connais bien. Des élus locaux. Et même ton ami. Le commissaire Bernard. Il n'a pas seulement fermé les yeux sur la violence de Vincent. Il a été acheté pour protéger ses affaires. Je l'écoutais. Horrifié. Je savais que Vincent était un homme mauvais. Mais je n'imaginais pas l'ampleur de sa corruption. Il n'était pas seulement un homme qui battait sa femme. Il était le centre d'une toile d'araignée sale et poisseuse qui gangrenait une partie de la ville. Comme tu peux le voir, Élise, il ne fait pas seulement du mal à Chloé, a dit Marc. Son regard dur. C'est un système pourri. Pour le faire tomber, il faut s'attaquer à tout le système. J'ai hoché la tête. Un nœud dans la gorge m'empêchant de parler. Ces papiers n'étaient plus seulement des preuves. C'était l'espoir. L'espoir de pouvoir enfin arracher ma fille à l'enfer que Vincent avait créé. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé? Ma voix tremblante. Marc a rangé son ordinateur. Maintenant? Le vrai jeu commence. Nous n'allons pas voir la police. Bernard enterrerait tout ça en moins de 2. Nous n'allons pas voir un avocat. Lefebvre est probablement de mèche avec eux. Non. Nous allons faire quelque chose de beaucoup plus efficace. Il m'a regardé. Un éclair de malice dans les yeux. Nous allons préparer un dossier. Une belle synthèse de tout ça. Et nous allons l'envoyer, de manière totalement anonyme, à la seule personne que Vincent ne peut pas racheter. Une jeune journaliste du Progrès qui a la réputation d'être une teigne et de ne rien lâcher. On va lui donner l'histoire de sa carrière sur un plateau d'argent. On ne va pas déclencher un incendie. Élise. On va juste allumer la mèche et regarder la bombe exploser. Il s'est levé. Rentre chez toi. Détruis cette clé USB. Continue de jouer ton rôle. La prochaine fois que tu entendras parler de cette histoire, ce sera dans les journaux. Je suis rentrée à la boutique. Le pas plus léger. La peur était toujours là. Nichée au creux de mon ventre. Mais elle était maintenant accompagnée d'autre chose. Une détermination froide. Une certitude. Vincent pensait qu'il contrôlait tout. Mais il ne savait pas que le fil que j'avais tiré était sur le point de défaire toute sa vie. Les 2 semaines qui suivirent furent les plus longues de ma vie.
Je vivais dans un état de tension constante, guettant le moindre signe, le moindre murmure qui indiquerait que la mèche allumée par Marc avait atteint la poudre. Chaque matin, en ouvrant le journal local, Le Progrès, mon cœur battait plus fort, mes yeux parcourant fiévreusement les titres. Mais rien. Chaque jour, le silence. Pendant ce temps, la vie suivait son cours. Imperturbable. Dans ma boutique, les clientes venaient acheter de la laine pour leur tricot d'hiver, commentant la météo ou les derniers potins du quartier. Je souriais. Je discutais. Je jouais mon rôle à la perfection. Mais à l'intérieur, je criais d'impatience. Chloé continuait de vivre dans sa bulle de peur et de déni. Un soir, elle est arrivée à la boutique en pleurs. Vincent avait eu une crise de colère parce que le dîner n'était pas prêt à l'heure exacte où il était rentré. Il n'y avait pas eu de coup cette fois. Juste des mots. Des insultes qu'il avait laissé briser. Elle s'est effondrée dans mes bras. Ses sanglots secouant son corps frêle. Je n'en peux plus. Maman, a-t-elle murmuré. Mais je ne peux pas partir. Il me l'a dit. Si je pars, il s'arrangera pour que je ne revoie plus jamais Léo. Il a dit qu'il me ferait passer pour folle. Qu'il a des amis puissants qui témoigneraient contre moi. J'ai caressé ses cheveux. Le cœur rempli d'une rage impuissante. Je voulais lui crier que tout allait bientôt changer. Que le règne de cet homme touchait à sa fin. Mais je ne pouvais rien dire. Je devais la laisser croire qu'elle était seule. Pour la protéger. Tiens bon. Ma chérie. Lui ai-je simplement répondu. Sois forte. Pour Léo. Les choses ne restent jamais pareilles éternellement. Je ne savais pas à quel point ces paroles étaient prophétiques. Et puis, un matin, ça a commencé. Ce n'était pas un grand article en première page, comme je l'avais imaginé. C'était bien plus subtil. Un petit encadré dans la section économique du journal. Un article non signé, parlant de « rumeurs d'irrégularités financières » concernant plusieurs grandes entreprises de construction de la région. Le nom de Bâtiments du Bois n'était pas mentionné directement, mais des détails sur certains chantiers publics récents étaient si précis qu'il était impossible de ne pas faire le lien. J'ai lu et relu l'article 10 fois. Mon cœur battant à tout rompre. C'était le début. La première fissure dans l'édifice de Vincent. Le jour même, Chloé est arrivée à la boutique. Le visage soucieux. Tu as vu le journal? Vincent est furieux. Il a passé toute la matinée au téléphone, à crier sur ses collaborateurs. Il dit que c'est un concurrent qui essaie de le saboter. Je l'ai regardé, feignant l'ignorance. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce sont des histoires d'hommes d'affaires. Mais au fond de moi, une joie sombre commençait à naître. La bombe était amorcée. Quelques jours plus tard, une deuxième fissure est apparue. Un blog local, connu pour ses enquêtes sur la politique lyonnaise, a publié un article beaucoup plus direct. Il parlait d'un système de favoritisme dans l'attribution des marchés publics, et citait explicitement la fondation caritative de Madame Dubois comme un possible outil de « retour d'ascenseur ». Cette fois, la rumeur a commencé à enfler dans la ville. Au marché, j'entendais les gens chuchoter. Les vendeuses, que je connaissais depuis des décennies, se penchaient vers moi pour me glisser à l'oreille. Alors, Élise, il paraît qu'il y a de l'eau dans le gaz chez votre gendre? On raconte des choses pas très jolies. Je me contentais de hausser les épaules, un sourire vague sur les lèvres. Mais à chaque mot, à chaque regard curieux, je sentais le pouvoir de Vincent s'effriter. Son armure de respectabilité,
construite à coups d'argent et de relations, commençait à se craqueler. La pression montait, et Vincent devenait de plus en plus erratique. Chloé me racontait qu'il rentrait tard, l'haleine chargée d'alcool, alternant entre des accès de rage et des phases de paranoïa. Il accusait tout le monde. Ses employés, ses rivaux, et même Chloé. « C'est toi !» lui avait-il hurlé un soir. « C'est ta famille de ploucs qui est allée se plaindre ? C'est ta mère qui est derrière tout ça ?» Quand Chloé m'a raconté ça, un frisson m'a parcouru l'échine. Il se rapprochait de la vérité. Mais il était trop tard. La machine était lancée et personne ne pouvait plus l'arrêter. Le point de non-retour a été atteint une semaine plus tard. La jeune journaliste du Progrès, celle à qui Marc avait envoyé le dossier, a publié son premier grand article. C'était en première page. Une enquête explosive intitulée « Le système du bois, argent, pouvoir et corruption au cœur de Lyon ». L'article était dévastateur. Il exposait, preuve à l'appui, les contrats frauduleux, le système de blanchiment d'argent via la fondation, et les liens financiers entre Vincent et plusieurs responsables politiques locaux, y compris le commissaire Bernard. Mon nom n'apparaissait nulle part. Ni celui de Chloé ou de Carmen. C'était un travail de journalisme impeccable, basé uniquement sur les documents fournis anonymement. Ce jour-là, la ville de Lyon s'est réveillée avec la gueule de bois. Le scandale était sur toutes les lèvres. La télévision locale a repris l'information. Des équipes de reporters campaient devant le siège de Bâtiment du Bois et devant la villa de Vincent. Chloé est arrivée chez moi en état de choc. Léo serré contre elle. Elle avait quitté la maison au petit matin, profitant de la confusion pour s'échapper. « Maman. C'est vrai ? Tout ça ? » a-t-elle demandé. La voix brisée, me montrant le journal qu'elle tenait d'une main tremblante. J'ai enfin pu la regarder dans les yeux et lui dire une partie de la vérité. Oui. Ma chérie. C'est vrai. Et ce n'est que le début de la fin pour lui. Elle m'a regardé, ses yeux s'écarquillant de compréhension. Elle a vu la détermination dans mon regard, une dureté qu'elle ne m'avait jamais connue. C'est toi. A-t-elle commencé? Mais elle n'a pas fini sa phrase. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement pris sa main et je l'ai serrée. À ce moment-là, nous avons entendu un crissement de pneus dans la rue. J'ai regardé par la fenêtre. La voiture de Vincent, un gros SUV noir, venait de s'arrêter brutalement devant la boutique. Mon cœur a cessé de battre. Je n'avais pas prévu qu'il viendrait ici. Pas si vite. Reste à l'intérieur avec Léo et ferme la porte à clé. Ai-je ordonné à Chloé d'une voix que je ne me connaissais pas. N'ouvre à personne. Elle m'a regardée, terrifiée. Mais elle a obéi. Elle a emmené Léo dans l'arrière-boutique et j'ai entendu le bruit du verrou. Vincent est sorti de sa voiture. Il était débraillé. La chemise hors du pantalon. Les cheveux en désordre. Ses yeux étaient injectés de sang. Il ressemblait à une bête traquée, prête à mordre. Il a traversé la rue d'un pas rageur et a commencé à marteler la porte de la boutique de ses poings. « Élise. Ouvre cette porte. Je sais que tu es là. Vieille sorcière. » Sa voix, amplifiée par la rue étroite, résonnait comme un coup de tonnerre. Des rideaux se sont écartés aux fenêtres voisines. Des visages curieux sont apparus. Je suis resté immobile derrière la porte, mon cœur battant à grands coups dans ma poitrine. La peur était là. Une peur froide et viscérale. Mais il y avait autre chose. Une force tranquille. Je n'étais plus la femme qui avait peur de lui au téléphone. J'étais celle qui avait allumé l'incendie.
Et je n'allais pas reculer maintenant. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte. Il s'est arrêté net. Le poing en l'air. Surpris que j'ai osé lui faire face. Nous nous sommes regardés en silence pendant une seconde. Le monde suspendu autour de nous. Ses yeux brûlaient de haine. Les miens, je l'espérais, reflétaient le calme glacial de la justice. La bataille finale allait commencer. Ici. Sur le pas de ma porte. Il se tenait là. Sur le seuil. Une masse de fureur contenue. L'odeur âcre de l'alcool flottait autour de lui. Ses yeux parcouraient mon visage. Cherchant une faille. Un signe de peur. Il n'en trouva aucun. C'est vous qui êtes derrière tout ça? N'est-ce pas? Vieille fouine? A-t-il sifflé? Sa voix rauque et chargée de venin. Tous ces mensonges dans les journaux? C'est votre œuvre. Ces mots étaient une accusation? Mais je les ai entendus comme une victoire. J'ai gardé le silence, le laissant se consumer dans sa propre rage. Mon calme semblait le déstabiliser encore plus. Vous allez le regretter. A-t-il continué, faisant un pas vers moi. Je vais vous détruire. Je vais racheter cette misérable boutique et la raser. Vous allez finir à la rue. Seul et sans rien. Ces menaces étaient comme un vent glacial. Mais je suis resté ancré au sol. Inébranlable. J'ai pensé à Chloé. Recroquevillée dans l'arrière-boutique. Protégeant son fils. J'ai pensé à des années de peur silencieuse. Ma propre peur s'est évaporée. Remplacée par une détermination aussi dure que les pavés sous mes pieds. Ta fortune est bâtie sur des mensonges? Vincent. Ai-je dit? Ma voix lente mais claire? Chaque mot pesait. Et les murs commencent à s'écrouler. Ce n'est pas moi que tu devrais craindre. C'est la vérité. Il a eu un rire sans joie. Un son rauque qui s'est étranglé dans sa gorge. La vérité? La seule vérité. C'est que j'ai le pouvoir de vous écraser comme un insecte. Toi. Et ta fille inutile. Au moment où il a prononcé ces mots, la porte de l'arrière-boutique s'est ouverte. Chloé est apparue. Le visage blanc de peur. Mais les yeux flamboyants d'une colère nouvelle. Ne parle pas d'elle comme ça. A-t-elle dit. Sa voix tremblante mais ferme. C'était la première fois que je l'entendais lui tenir tête. Vincent s'est tourné vers elle. Stupéfait. Toi. Tu oses l'ouvrir? Rentre immédiatement à l'intérieur. Il a levé la main. Un geste instinctif. Menaçant. Un geste qu'il avait dû faire 100 fois dans l'intimité de leur maison. Mais cette fois, nous n'étions pas dans leur maison. Nous étions dans ma boutique. Sur le pas de ma porte. Et le monde entier nous regardait. Les voisins, alertés par les cris, étaient sortis sur leur balcon. D'autres regardaient depuis leurs fenêtres. Un jeune homme, au premier étage de l'immeuble d'en face, tenait son téléphone, filmant toute la scène. Vincent a vu le téléphone. Il a vu les visages qui le dévisageaient. J'ai vu la panique remplacer la rage dans ses yeux. Il a baissé la main. Soudain conscient de son public. Il était piégé. L'animal sauvage, sorti de sa cage, se retrouvait soudain sous les feux des projecteurs, exposé et vulnérable. Vous allez me le payer? A-t-il balbutié, cherchant ses mots. Sa posture arrogante s'affaissant. Tu as déjà tout perdu? Vincent. Ai-je dit calmement. Tu as perdu le respect? Tu as perdu ta famille. Et bientôt? Tu perdras le reste. Maintenant? Pars.
Il m'a jeté un dernier regard plein de haine. Un regard de défaite. Il a marmonné une insulte, a fait demi-tour et est reparti vers sa voiture d'un pas lourd. Il a claqué la portière avec une force telle que le bruit a résonné dans toute la rue. Les pneus ont crissé sur les pavés alors qu'il démarrait en trombe, laissant derrière lui une odeur de caoutchouc brûlé et un silence tendu. Je suis resté là, regardant le SUV noir disparaître au coin de la rue. Je sentais mon corps trembler. La réaction nerveuse après la confrontation. Chloé s'est effondrée contre le chambranle de la porte, le visage caché dans ses mains, secouée par des sanglots incontrôlables. Je me suis approché d'elle. Je l'ai aidée à se relever et je l'ai serrée dans mes bras. C'est fini. Ma chérie. Ai-je murmuré à son oreille. Le pire est passé. Il ne peut plus te faire de mal. Elle a hoché la tête. Mais je sentais son corps trembler contre le mien. Elle pleurait des années de peur, d'humiliation et de silence. Quand Chloé est allée retrouver Léo, qui était resté sage et silencieux dans l'arrière-boutique, je suis restée sur le seuil, regardant le ciel nocturne. Les nuages cachaient la lune. Une silhouette s'est détachée de l'ombre d'une porte cochère, de l'autre côté de la rue. C'était Marc. Il s'est approché. Ses yeux perçants brillant d'une lueur de satisfaction. Bien joué. Élise, a-t-il dit à voix basse. Il a perdu le contrôle. C'est exactement ce que nous voulions. Plus il s'énerve, plus il commet d'erreurs. La vidéo de cette petite scène va faire des merveilles sur les réseaux sociaux. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Je n'éprouvais aucune joie, aucune fierté. Juste un immense soulagement, teinté d'une profonde tristesse. J'avais gagné la bataille, mais la guerre avait laissé des cicatrices profondes. Les jours suivants ont été un tourbillon. Comme Marc l'avait prédit. La vidéo de l'esclandre de Vincent a été publiée en ligne et est devenue virale. Les gens qui lisaient les articles sur ces fraudes financières voyaient maintenant de leurs propres yeux la violence qui se cachait derrière le masque du respectable homme d'affaires. Le scandale financier se doublait désormais d'un scandale de violence conjugale, rendant sa position intenable. La pression médiatique et publique est devenue écrasante. Les partenaires commerciaux de Vincent ont commencé à se désolidariser. Les élus locaux cités dans l'enquête du Progrès ont publié des communiqués maladroits pour nier toute implication. Le commissaire Bernard a été suspendu de ses fonctions le temps d'une enquête interne. L'empire de Vincent Dubois s'effondrait comme un château de cartes. Pendant ce temps, j'ai aidé Chloé à s'installer chez moi. Nous avons transformé ma petite réserve en une chambre pour elle et Léo. Pour la première fois depuis des années, je l'ai vue respirer. Vraiment respirer. Le soir, elle ne sursautait plus au bruit d'une voiture dans la rue. Elle recommençait à sourire. Un vrai sourire qui illuminait son visage. Léo, lui aussi, semblait revivre. Il a recommencé à rire bruyamment, à remplir la boutique de son énergie d'enfant. Un après-midi, il m'a apporté un nouveau dessin. C'était la même maison que la fois précédente, avec le soleil, et les deux personnages se tenant la main. Mais cette fois, il y en avait un troisième. Une femme plus âgée, avec des cheveux gris, se tenait à leur côté. C'est toi, mamie, m'a-t-il dit. Maintenant, on habite tous ensemble. J'ai pris le dessin, les larmes aux yeux. J'ai serré mon petit-fils dans mes bras, sentant la chaleur de son petit corps contre moi. Son dessin n'était pas seulement quelques traits de crayon. C'était la promesse d'un avenir. Un avenir que nous allions construire ensemble, loin de l'ombre de Vincent. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel. C'était Maître Lefebvre.
L'avocat qui nous avait éconduites. Son ton était plus arrogant, mais mielleux, presque suppliant. Madame Moreau. Je représente Monsieur Dubois. Il souhaiterait trouver un arrangement à l'amiable pour le divorce. Il est prêt à être très généreux. Il veut juste que tout cela s'arrête. J'ai souri. Un vrai sourire. Pour la première fois depuis longtemps. Dites à votre client qu'il n'y aura pas d'arrangement. Maître. Ai-je répondu d'une voix glaciale. Ma fille demandera ce que la loi lui doit. Ni plus. Ni moins. Et dites-lui aussi que nous avons engagé notre propre avocat. J'ai raccroché, savourant ce petit moment de revanche. Marc m'avait recommandé une jeune avocate, spécialisée dans les droits des femmes. Une battante qui n'avait pas peur des noms importants. La roue avait tourné. Ce n'était plus nous qui avions peur. La vraie tempête était sur le point de s'abattre sur Vincent. Mais Chloé, Léo et moi, nous étions déjà à l'abri. Dans le refuge tranquille de ma petite boutique, prête à reconstruire notre vie. Fil après fil. La chute de Vincent fut aussi rapide et brutale que son ascension avait été arrogante. Chaque jour apportait son lot de mauvaises nouvelles pour lui. Les autorités fiscales ont ouvert une enquête approfondie sur les comptes de Bâtiments du Bois. Le parquet de Lyon a lancé une information judiciaire pour corruption et abus de biens sociaux. Son nom, autrefois synonyme de réussite, était désormais traîné dans la boue. Il était acculé de toutes parts. Ses amis puissants, ceux qui avaient profité de sa générosité calculée, le laissaient tomber les uns après les autres, soucieux de ne pas être emportés par le naufrage. Madame Dubois, sa mère, avait disparu de la circulation, se murant dans le silence de sa luxueuse villa, laissant son fils affronter seul la tempête qu'il avait semée. Un soir, alors que je fermais la boutique, le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Allô ? C'était sa voix. La voix de Vincent. Mais elle n'avait plus rien de l'arrogance d'autrefois. Elle était rauque, fatiguée, brisée. Qu'est-ce que vous voulez ? A-t-il demandé. Sans préambule. Dites-le. Et je le ferai. De l'argent ? Des excuses publiques ? Je ferai n'importe quoi pour que ça s'arrête. J'ai écouté son désespoir. Mais je n'ai ressenti aucune pitié. J'ai pensé aux ecchymoses sur le bras de Chloé. Au regard effrayé de Léo. Aux nuits que j'avais passées à prier devant le portrait de Jean. Ce que je veux. Vincent. Tu ne peux pas me le donner. Je veux les années de bonheur que tu as volées à ma fille. Je veux l'insouciance que tu as arrachée à mon petit-fils. Il y a eu un long silence. Je l'entendais respirer difficilement. Je suis fini. N'est-ce pas ? A-t-il murmuré. Plus pour lui-même que pour moi. Tu étais fini le jour où tu as levé la main sur elle pour la première fois. Ai-je répondu ? Ma voix ne tremblant pas. Tu ne le savais juste pas encore. J'ai raccroché. Je suis resté un long moment dans l'obscurité de la boutique. Le téléphone à la main. Je ne ressentais aucune satisfaction. Aucune joie triomphante. Juste une immense lassitude. Cette guerre m'avait épuisé. Le lendemain, Marc est passé me voir. Il avait l'air fatigué. Mais il y avait une lueur tranquille dans ses yeux. C'est presque terminé. Élise, m'a-t-il dit en s'asseyant sur l'un des tabourets de la boutique. Il est prêt à tout avouer. Son avocat est en train de négocier une peine réduite en échange d'une coopération totale. Il va dénoncer tout son réseau. Et Chloé ? L'avocate s'en occupe. Le divorce sera prononcé rapidement.
Il n'opposera aucune résistance pour la garde de Léo. Il sait qu'il a perdu. Il veut juste limiter les dégâts. Marc a sorti une enveloppe de sa poche et l'a posée sur le comptoir. Qu'est-ce que c'est ? C'est une lettre de Carmen. Elle a démissionné et a quitté la ville. Elle ne voulait pas être là quand tout s'effondrerait. Elle m'a demandé de te la remettre. Il est parti, me laissant seule avec l'enveloppe. Je l'ai ouverte. C'était une simple feuille de papier, avec quelques lignes écrites d'une écriture tremblante. Chère Madame Moreau, je suis désolée de partir comme ça. J'espère que vous comprenez. Je suis heureuse d'avoir pu aider Chloé. Dites-lui que je pense à elle. Prenez soin de vous. Carmen. J'ai replié la lettre. Le cœur serré. Je ne la reverrai probablement jamais. Elle était l'héroïne silencieuse de cette histoire ? Celle qui avait risqué le plus sans rien demander en retour. Je lui devais tout. Quelques jours plus tard, la nouvelle est tombée. Spectaculaire et définitive. Convoqué par les juges d'instruction, Vincent Dubois avait tout avoué. Dans une tentative désespérée de sauver ce qui pouvait encore l'être, il avait accepté de donner une conférence de presse. Ce soir-là, nous étions toutes les trois. Chloé, Léo et moi, assises devant la petite télévision de mon salon. Le visage de Vincent est apparu à l'écran. Il était méconnaissable. Le teint cireux. Les traits tirés. Le costume coûteux semblant trop grand pour lui. Devant des dizaines de caméras, il a lu une déclaration d'une voix monocorde. Sa voix résonnait dans la petite pièce, chaque mot tombant comme une pierre. Il a admis avoir maltraité sa femme, Chloé Moreau. Il a admis que Bâtiment Dubois était coupable d'irrégularités financières et de fraude sur les marchés publics. Et enfin, il a présenté des excuses publiques à sa famille et a annoncé la dissolution de son entreprise. Je regardais l'image de cet homme, nu devant le monde, et je n'ai rien ressenti. Pas de haine. Pas de joie. Juste le vide. Il avait été l'homme en qui j'avais eu confiance. Celui qui devait apporter le bonheur à ma fille. Maintenant, il n'était plus qu'une ombre, englouti par ses propres péchés. Dehors, les murmures des clients sur le marché ont commencé à se faire entendre. Vous avez vu ? Dubois s'est effondré. Dire qu'il était si violent. Il a tout perdu maintenant. J'ai écouté sans répondre. J'ai seulement regardé Chloé. Elle était assise à côté de moi, serrant Léo contre elle. Des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Léo a regardé sa mère, confus, puis s'est tourné vers moi et a demandé de sa petite voix claire, « Mamie ? Papa ne reviendra plus ? C'est ça ?» J'ai attiré le petit garçon contre moi. Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de caresser ses cheveux. Chloé a murmuré. La voix brisée, mais avec une nouvelle lueur dans les yeux. Enfin. Je suis libre. Maman. Ces mots étaient à la fois douloureux et libérateurs. J'ai serré ma fille dans mes bras, sentant son corps frêle trembler contre le mien. Je t'ai promis que je serais toujours là. Lui ai-je dit. La voix rauque. Quoi qu'il arrive, je vous protégerai. Toi et Léo. La conférence de presse de Vincent a marqué la fin d'une ère. La fin de la peur. La fin de la guerre. Les jours suivants, les gros titres se sont succédés, décrivant la chute de l'Empire Dubois et l'arrestation de plusieurs personnalités locales. Mais pour nous, tout cela semblait lointain. Notre bataille était terminée. La reconstruction pouvait commencer. Un après-midi, alors que j'accrochais un apron fraîchement brodé à la vitrine, une jeune femme est entrée.
C'était la journaliste du Progrès, Anaïs Martin. Elle portait un jean et un simple t-shirt. Et me regardait avec un sourire timide. Madame Moreau? A-t-elle commencé? Je sais que vous ne confirmerez jamais rien. Mais je voulais juste vous remercier. C'est l'histoire la plus importante que j'ai jamais écrite. Je l'ai regardée. Cette jeune femme déterminée qui avait été notre voix. C'est moi qui vous remercie. Mademoiselle. Ai-je répondu simplement. Vous avez fait votre travail. Vous avez cherché la vérité. Elle a hoché la tête. Un respect mutuel passant entre nous dans le silence de la boutique. Elle n'a pas posé de questions. Elle a compris. Elle est repartie, me laissant avec un sentiment de gratitude. Marc, Carmen, Anaïs. Dans cette guerre, je n'avais pas été seule. Des gens justes existaient encore. La vie a commencé à retrouver une nouvelle normalité. Une normalité faite de petits bonheurs simples. Le rire de Léo qui résonnait dans la boutique. Le sourire de Chloé qui revenait. Plus franc. Plus lumineux chaque jour. Les repas que nous partagions tous les trois dans ma petite cuisine. Nous étions une famille. Brisée. Mais en train de se ressouder. Fil après fil. Point après point. Comme l'une de mes broderies. La douleur était encore là. En filigrane. Mais par-dessus, nous tissions une nouvelle toile. Plus forte et plus belle qu'avant. Quelques semaines après le jour où Vincent s'est vu contraint de confesser ses crimes à la télévision, la vie a commencé à retrouver un semblant de paix. Une paix fragile. Comme la flamme d'une bougie dans un courant d'air. Mais une paix tout de même. Le tribunal a traité l'affaire plus rapidement que je ne l'aurais cru. Un matin, Chloé et moi nous tenions dans la petite salle d'audience du palais de justice, où la lumière filtrait à travers de hautes fenêtres, éclairant le vieux sol en marbre. L'air sentait la poussière et le bois ciré. La juge, une femme au visage sévère mais aux yeux justes, a déclaré d'une voix neutre que le divorce était prononcé aux torts exclusifs de Vincent Dubois et qu'elle accordait à Chloé la garde totale de Léo. En entendant ces mots, Chloé a serré ma main si fort que j'ai senti ses ongles dans ma paume. Des larmes ont coulé sur ses joues. Mais cette fois, c'était des larmes de libération. Je l'ai serrée contre moi, sentant son corps frêle trembler. Maman. Je n'arrive pas à croire que ce jour est enfin arrivé. A-t-elle murmuré? La voix brisée par l'émotion. Je l'ai juste serré plus fort. Sans rien dire. Car dans mon cœur, la joie se mêlait à la douleur des mois passés. La cicatrice était là. Mais la blessure commençait enfin à se refermer. Vincent, lui, a été interdit d'exercer dans le secteur de la construction. Un coup fatal pour l'empire dont il était autrefois si fier. Tous ses biens ont été gelés pour les besoins de l'enquête. Et j'ai entendu dire qu'il avait dû vendre sa grande villa pour payer ses dettes et ses avocats. Quant à sa mère, Madame Dubois, celle qui s'asseyait avec arrogance sur sa chaise en rotin pour critiquer ma fille, elle avait quitté la ville en silence. Un après-midi, une de mes voisines m'a raconté qu'elle l'avait aperçue à la gare de Perrache, avec une seule vieille valise pour tout bagage. Son visage était défait, sans aucune trace de son orgueil passé. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, juste une vague tristesse. Elle avait été la mère de l'homme en qui j'avais eu confiance. Mais maintenant, elle faisait aussi partie d'un passé douloureux que nous devions laisser derrière nous. Le commissaire Bernard et l'avocat Lefebvre n'ont pas non plus échappé à la tempête. La presse a rapporté que les autorités nationales avaient ouvert une enquête sur la corruption locale. Les photos des deux hommes, le visage fermé, escortés par des gendarmes, sont apparues dans tous les journaux.
J'ai vu ces photos dans la boutique. Quand un client a oublié son journal sur une table. Bernard, qui s'était moqué de moi quand j'implorais son aide, avait maintenant la tête basse et les poignets menottés. Lefebvre, avec sa bague en or étincelante, ressemblait à un homme vaincu. Je n'ai pas souri. J'ai simplement plié le journal en silence. La justice, bien que tardive, avait enfin trouvé son chemin. Avec l'aide silencieuse de Marc. La vie pour nous, cependant, prenait une nouvelle direction. Libérée du poids de la peur, Chloé a commencé à refleurir. Elle a postulé à plusieurs offres d'emploi, préparant ses entretiens avec un sérieux et une confiance que je ne lui avais pas vus depuis des années. Un jour, elle est revenue à la boutique en courant, agitant une lettre, les yeux brillants d'une lumière que je croyais éteinte à jamais. « Maman, je l'ai eu. J'ai eu le poste. » a-t-elle crié, sa voix pleine d'une joie pure. C'était un poste dans un cabinet d'expertise comptable réputé. En plein cœur de Lyon. Une partie de l'ancienne Chloé, la jeune femme pleine de rêves et d'ambition, était en train de renaître de ses cendres. Je l'ai prise dans mes bras, les larmes coulant cette fois sur mes propres joues. Des larmes de fierté et de bonheur. Je suis si fière de toi, ma chérie, lui ai-je dit. Un nœud dans la gorge. Je savais que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Mais elle avait un nouveau départ. Une chance de reconstruire sa vie et celle de Léo. Sur des bases solides. Loin des mensonges et de la violence. De mon côté, j'ai retrouvé ma vie tranquille à la mercerie. Chaque matin, j'ouvrais la porte. Je rangeais mes écheveaux de laine. Je tissais mes napperons et je discutais avec les clients. Comme avant. Mais quelque chose avait changé en moi. La peur avait laissé place à une force tranquille. J'avais découvert en moi une capacité à me battre que j'ignorais posséder. Et maintenant, j'avais Léo à mes côtés. Le petit garçon venait en courant à la boutique après l'école, avec ses dessins sous le bras et un sourire radieux. L'ombre qui planait dans ses yeux avait disparu, remplacée par l'éclat de l'enfance retrouvée. Un après-midi. Alors qu'il pleuvait dehors, je l'ai assis sur un tabouret à côté de moi et je lui ai montré comment faire ses premiers points de broderie sur un petit morceau de toile. Il tenait l'aiguille avec maladresse, ses doigts potelés hésitants. Ses poings étaient tordus, inégaux, mais il riait aux éclats. Regarde mamie. J'ai fait un soleil. Je l'ai regardé, penché sur son ouvrage avec une concentration intense. Et mon cœur s'est gonflé d'un amour si puissant qu'il en était presque douloureux. Cet enfant était le symbole de notre victoire. Il était la preuve que même après la plus sombre des tempêtes, le soleil pouvait à nouveau briller. Le soir, je retournais dans mon petit appartement, où la flamme de la bougie devant le portrait de Jean continuait de vaciller. Je n'avais plus besoin de lui poser de questions. Je n'avais plus de doute. Je m'asseyais simplement en silence, sentant une paix profonde m'envahir. La guerre était terminée. Nous avions gagné. Pas avec la violence, mais avec la persévérance, la vérité et un amour qui n'avait jamais renoncé. Je pensais à Chloé, au sourire qui revenait sur son visage. Je pensais à Léo, au dessin plein de couleurs qu'il peindrait dans son avenir. Et je pensais à moi, une vieille femme qui vendait du fil, qui avait osé affronter tout un système pour protéger sa famille. Je n'avais plus peur. Cette vie, bien que dure, m'avait appris que l'amour d'une mère pouvait être plus fort que n'importe quel pouvoir. Et avec cet amour, je le savais, nous allions continuer à avancer. Ensemble, sous le soleil de Lyon.
Les mois qui suivirent furent comme un long et doux lever de soleil après une nuit d'orage. Le printemps est arrivé à Lyon, habillant les arbres d'équais de saunes de feuilles d'un vert tendre et remplissant l'air d'une promesse de renouveau. Pour nous, ce n'était pas seulement une nouvelle saison. C'était une nouvelle vie. Chloé s'est épanouie dans son nouveau travail. Chaque matin, elle partait, non plus avec la peur au ventre, mais avec une énergie et une confiance qui la rendaient belle. Elle avait retrouvé son rire. Un rire clair et spontané qui résonnait dans mon petit appartement et chassait les derniers fantômes du passé. Elle se faisait de nouvelles amies. Sortait déjeuner avec ses collègues. Reprenait possession de sa propre existence. Une décision à la fois. Elle n'était plus une victime. Elle était une survivante. Léo, lui, était la preuve vivante de notre guérison. Il a terminé son année scolaire avec les félicitations de sa maîtresse. Il s'était fait plein de nouveaux amis et passait ses après-midi à courir dans les traboules avec eux. Leur rire d'enfant résonnant sur les vieux pavés. Ses dessins couvraient les murs de sa petite chambre. Des dessins pleins de couleurs vives. De monstres gentils. De châteaux forts et de familles souriantes. Le père n'y figurait toujours pas. Mais son absence n'était plus un silence douloureux. C'était simplement un fait. Une page tournée. Un après-midi. Alors que j'accrochais un nouveau tapis aux couleurs vives à l'entrée de la boutique, Marc est passé. Je ne l'avais pas vu depuis des semaines. Il portait une simple veste. L'air d'un retraité profitant du soleil. Il n'avait plus rien de l'enquêteur aux aguets. Élise, a-t-il dit avec un sourire. L'endroit a l'air plus lumineux. C'est parce que nous le sommes ? Ai-je répondu en lui servant un café. Nous nous sommes assis sur les tabourets. Dans le silence confortable de la boutique. Nous n'avons pas parlé de Vincent ? Ni de l'enquête. Nous n'en avions pas besoin. Nous avons parlé du temps. Des touristes qui revenaient en nombre. De sa passion pour la pêche. Avant de partir, il a posé sa main sur mon épaule. Jean aurait été fier de toi. Élise. Très fier. Ces mots, simples et sincères, ont été le plus beau des cadeaux. Il était l'ami fidèle qui avait tenu sa promesse. Il était la preuve que la bonté et la justice pouvaient encore exister. Même dans les recoins les plus sombres. Ma vie a retrouvé son rythme paisible. Tissé de fil et de coton. Mais ce n'était plus une routine pour combler un vide. C'était une routine pleine de sens. Enrichie par la présence de ma fille et de mon petit-fils. Un soir d'été. Nous étions tous les trois dans la boutique. La journée avait été chaude et une douce brise entrait par la porte ouverte, apportant avec elle les sons étouffés de la ville. Chloé lisait un livre. Assise dans le vieux fauteuil de Jean. Un sourire paisible sur les lèvres. Léo était assis à côté de moi. Sur un petit tabouret. J'avais sorti un tambour à broder et un morceau de toile blanche. Tu te souviens ? Je t'avais montré le début ? Lui ai-je demandé. Ce soir, on va essayer de faire une fleur. Il a pris l'aiguille dans ses petits doigts. Beaucoup plus adroitement que la première fois. Je lui ai guidé la main. Lui montrant comment faire passer le fil rouge pour former les pétales. Puis le fil jaune pour le cœur de la fleur. Il était entièrement concentré. La langue entre les lèvres. Un pli sérieux sur son front d'enfant. C'est difficile. Mamie. A-t-il soupiré. Tout ce qui est beau demande un peu de patience. Mon trésor. Lui ai-je répondu doucement. Regarde. Chaque point. L'un après l'autre. Et à la fin. Tu auras quelque chose de magnifique. Il a continué. Plus lentement. Mais avec une nouvelle application. J'ai levé les yeux et j'ai vu Chloé qui nous regardait.
Elle ne lisait plus. Ses yeux brillaient d'une émotion si profonde qu'elle macérait le cœur. Dans son regard, il y avait de la gratitude, de l'amour et la paix d'une âme enfin guérie. Nous étions là. Toutes les 3 générations, unies dans le calme de cette fin de journée, en train de tisser un nouvel avenir, un point à la fois. J'ai regardé la petite fleur maladroite qui prenait forme sous les doigts de Léo. Elle n'était pas parfaite, mais elle était pleine de vie et de promesses. Comme nous. L'histoire que vous venez d'entendre a été modifiée dans ses noms et ses lieux pour protéger l'identité des personnes concernées. Nous ne la racontons pas pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un, quelque part, écoute et réfléchisse. Combien de mères souffrent en silence à l'intérieur de leur propre foyer? Je me demande vraiment. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous choisi de vous taire pour préserver une fausse paix? Ou auriez-vous osé tout affronter pour retrouver votre voie? Je veux connaître votre opinion. Parce que chaque histoire est comme une bougie qui peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. La vie nous réserve des épreuves, mais je suis convaincue que le courage nous mène toujours vers des jours meilleurs. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'ici.